Bonjour à tous et toutes. Euh, Comme vous avez peut-être pu le voir, et comme ça se fait souvent, j'ai changé le titre de mon intervention parce que l'appétit du chercheur vient en cherchant. Donc, j'ai augmenté mon corpus par rapport au départ. Faire voir des images fixes, c'est un phénomène rare sur la scène française. Quand ce sont des images d'un acteur, c'est extrêmement fréquent sur la scène espagnole, qu'il s'agisse de pièces à dominante comique ou qu'il s'agisse de pièces plus mêlées. Ainsi, on pourrait citer le portrait de Casilda dans Péribáñez et le commandeur d'Ocaña de Lope de Vega, le timide au palais de Tirso de Molina et bien entendu l'abuseur de Séville du même Tirso, mais aussi donner tout et ne donner rien de Calderón de la Barca qui a un aspect plus historique. J'ai écarté de mon corpus l'abuseur de Séville, bien connu, mais surtout parce que la statue du commandeur ressortit au merveilleux et pose des questions d'une autre nature que celle que je vais aborder. Par ailleurs, j'aurais pu aussi parler de Amar sin saber a quién, Aimer sans savoir qui, de Lope de Vega, qui est la source de la suite du menteur, mais dans ce cas, on peut dire que le rôle du portrait, qui a peu de présence scénique, sauf extrapolation d'un metteur en scène, se borne à conditionner la réception du personnage peint quand celle-ci apparaît véritablement sur la scène, comme dans la plupart des dramaturgies françaises romanesques de la même époque. Dans le cas des comédiens, ce que j'ai retenu, le portrait se trouve vraiment au cœur de l'action et peut même occuper une portion importante de l'espace scénique. Le phénomène est encore plus patent dans certains intermèdes, dont le titre même annonce une action centrée sur l'effigie du personnage principal. Contrairement aux comédias, qui montrent un relatif souci de la vraisemblance, ce qui n'exclut pas une dénonciation récurrente de l'illusion, les intermèdes cherchent avant tout à faire rire et exhibent la plaisanterie sans se soucier aucunement de vraisemblance. Leur forme brève, déjà reconnue comme particulièrement propice à l'insertion du théâtre dans le théâtre, semble ainsi favoriser les beaux-arts dans le théâtre. Je consacrerai un premier développement au mode d'utilisation importante du portrait dans certaines comédias, dont toutefois l'action scénique ne peut pas se résumer à la réalisation et à la présence du portrait. Puis, j'évoquerai la place envahissante du portrait dans quelques intermèdes burlesques, dont certains forment un écho à l'action des comédias. Et j'étudierai évidemment la signification de ces portraits. Le portrait dans trois comédias. Je procéderai en deux temps. D'abord, l'insertion du portrait dans l'action avec la description du dispositif, pardon, puis l'interprétation de l'effet produit par le portrait. Donc, l'insertion dans l'action et la description des dispositifs. Le portrait joue un rôle fondamental dans l'action de Pedibáñez. On sait que le portrait de Casilda, l'héroïne paysanne de la Commedia, est de grande taille. Une didascalie interne, merci Séverine, et une didascalie externe nous l'apprennent. Le commandeur d'Ocaña apprend à Luján qu'étant éperdument amoureux de la paysanne Casilda, jeune épouse de Pedibáñez, il en a fait faire un portrait à la dérobée sur une petite carte à jouer, naïpée. Puis il a ordonné au peintre d'en faire chez lui une réplique de grand format. On peut supposer que le peintre a réalisé un dessin au crayon sur la carte à jouer et qu'il est ensuite passé à la peinture et aux couleurs, dont il avait gardé le souvenir, en reproduisant le dessin en plus grand. Le peintre a sa boutique d'art à Tolède. Et il se trouve que Péribaniès y vient pour faire rénover un tableau de l'église de son village représentant Saint-Roch. Dans l'arrière-boutique du peintre, Péribaniès a vu le portrait d'une femme qui ressemble énormément à Casilda. Il demande à le regarder de près. Le peintre s'exécute et apporte le portrait dans son magasin.
Une didascalie précise alors qu'il est grand, et il semble donc devoir être installé sur un chevalet qui permettra de bien l'examiner. La scène se situe au milieu de la deuxième journée. Il y en a trois dans la comédia. Et alors que le public a déjà pu voir Casilda. Comme Pelibaniès, il reconnaît donc la jeune femme. C'est la raison pour laquelle il convient donc que ce portrait du principal personnage féminin soit ressemblant. Et d'autant plus que les commentaires des uns et des autres insistent sur la vivacité de son expression, sur son œil, etc. L'émotion du villageois quand il voit le portrait est proportionnelle à sa taille, bien qu'il reçoive de l'artiste l'assurance que Casilda ignorait totalement avoir été peinte. Voici donc comment se présente la scène dans une mise en scène récente de Pelibaniès. Je vous citerai les noms des metteurs en scène après si vous le souhaitez. Alors, Séverine, j'aurais besoin donc de la diapo 3, 4 et 5. Voilà. Donc, on voit successivement le peintre qui installe le tableau, qui déroule la toile devant le public. Donc, voilà, un petit peu. Et puis, on a le portrait en entier. On a une autre version, donc les deux diapos suivantes, Séverine, si vous voulez bien. Voilà. Alors là, c'est une version qui est plus. On a vu une mise en scène de 2013. Là, c'est une version beaucoup plus ancienne qui date de l'époque maudite, mais c'est peut-être une exception. D'époque maudite, on était en 1967, c'était sous la dictature franquiste. La télévision espagnole a quand même donné Pelibáñez o El Comendador de Ocaña, donc en 1967. Et on voit que là aussi, le portrait de Casilda est bien visible. Alors, il y a aussi une élaboration et une découverte de portraits dans Le Timido Palais de Tirso de Molina. L'exhibition du portrait peut être un peu moindre, de moindre importance que dans la pièce dont je viens de parler. En effet, deux histoires d'amour concernant chacune des deux filles du duc d'Aveiro, Magdalena et Serafina, sont évoquées dans cette pièce, et seule Serafina se trouve portraiturée. Antonio, un seigneur de passage, comte de Penela, est tombé amoureux d'elle. Sur la suggestion de sa cousine Juana, dame d'honneur de Serafina, il profite d'un moment où, seul avec sa dame d'honneur, la jeune duchesse répète un texte de théâtre dans lequel elle joue un rôle masculin. Antonio a alors tout loisir pour l'examiner dans son costume d'homme et la faire dessiner à la dérobée alors qu'il est caché par les arbustes où dominent les myrtes, la plante de Vénus. Alors que Serafina est vêtue de noir, Antonio demande au peintre, qui ne réalise sur place qu'une esquisse, de substituer plus tard le bleu au noir. C'est la raison pour laquelle Serafina, ultérieurement, ne pensera pas qu'il s'agit d'elle. Quant à la taille du portrait, elle semble être moyenne. En effet, à un certain moment de l'action, Antonio doit pouvoir faire surgir le dit portrait, le brandir et le jeter par terre dans un mouvement de colère. Séverine, si je pouvais avoir les photos 8 et 9. Voilà, alors là, c'est Juana. Voilà la taille du portrait qu'Antonio est en train de tenir. La photo suivante. Alors, on voit ici Serafina en train de répéter dans un rôle d'homme. Et il faut savoir que dans les coulisses, elle est observée par le peintre et par Antonio. Et dans la diapo suivante, vous allez voir, alors il est furieux parce que il s'est enfin déclaré à Serafina qu'il l'a éconduit. Il sort de sa poitrine le portrait qu'il avait gardé contre lui, il l'exhibe et il va finir par le jeter de rage aux pieds de Séraphine. Alors, c'est encore les deux photos suivantes. Voilà, il vient juste de le jeter. Et après, il y aura quelque chose que nous devrons interpréter ensemble. Troisième comédia,
Donnez tout et ne donnez rien de Calderon. Le portrait, dans cette comédie, se trouve encore au cœur de l'action. C'est la dramatisation d'un épisode de la vie d'Alexandre le Grand, rapporté par Pline l'Ancien, au livre 35 de son Histoire naturelle. L'action de la comédia commence quand Alexandre le Grand se fait communiquer les trois portraits de lui-même que trois peintres différents, Timanthe, Zeuxis et Apelle, ont réalisés. Il suffit de vous dire que l'exactitude historique n'est pas au rendez-vous. Parce qu'évidemment, Zeuxis et Timanthe ne vivaient pas à l'époque d'Alexandre. Apelle, oui, bien sûr. Donc, ils ont élaboré ces portraits, non pas à partir du modèle vivant, mais d'après une statue. Le meilleur des portraits doit être envoyé à la future épouse d'Alexandre, la princesse perse Roxane, qu'il n'a encore jamais rencontrée. Et Festion, donc l'alter ego d'Alexandre, précise que les portraits ont été réalisés en taille réduite. Alexandre reçoit successivement les trois peintres et il brise deux des portraits en disant « ce n'est pas moi ». D'abord, celui qu'a réalisé Timanthe parce qu'il le trouve trop flatteur, un défaut du visage du grand conquérant ayant été embelli. Puis il brise celui qu'a réalisé Xeuxis, parce qu'au contraire, il ne l'est pas assez, et donne de lui une image qui ne correspond pas à sa valeur. Seul, le portrait réalisé par Apelle trouve grâce aux yeux du monarque, parce qu'il est pensé en fin politique. En effet, Apelle a représenté le grand roi en jouant sur ombre et lumière et en l'éloignant un peu dans une certaine organisation de la perspective, ce qui permettra à Roxane de ne pas fixer son attention sur le défaut d'Alexandre. Alors, on ne sait pas très bien si ce défaut, c'est les yeux, il paraît qu'il en avait un vert, un gris, le nez ou une tache sur le visage. En tout cas, la pièce ne le dit pas. Désormais, Alexandre ne veut plus être représenté par un autre que par Appel. Il va de soi qu'on goûte particulièrement les commentaires et la réaction d'Alexandre si l'on voit ses portraits. Il n'est cependant pas absolument indispensable qu'il soit vu. L'essentiel consiste dans les dialogues et leur taille rendrait de toute façon leur intérêt limité, puisqu'il a été précisé qu'ils étaient de petite taille. Alors, quand vous êtes au fond d'une salle de chorale, vous ne voyez pas grand-chose. Alexandre commande ensuite à Apelle un portrait de la belle Campaspe. Donc Calderon a fait une sorte d'Amazone. Elle est parvenue à maîtriser le cheval emballé du grand conquérant. Elle a produit sur ce dernier une forte impression et il entend placer son portrait dans un temple. Or, pour Calderon, qui infuse du romanesque dans l'action, Apelle et Campaspe se sont déjà rencontrés. Le peintre est en effet intervenu pour la tirer des mains des soldats d'Alexandre, alors qu'elle avait blessé un de leurs camarades pour se défendre contre son agression à caractère sexuel, ce qui constitue d'une certaine façon un prélude au comportement d'Alexandre, comme la réalisation des portraits d'Alexandre constitue le prélude à la réalisation du portrait de Campaspe. Donc, l'Amazone et le peintre sont tombés amoureux l'un de l'autre, mais à ce moment-là, Campaspe ignore totalement que Apelle est un peintre. Lorsque le conquérant lui demande de réaliser le portrait d'une femme, Apelle ignore qu'il va voir arriver Campaspe. Il pense plutôt à Statira, une captive d'Alexandre. C'est là que l'action devient véritablement intéressante pour notre propos. On apporte un appel de quoi peindre et il fait installer le matériel là où il y a une belle lumière. Il y a aussi un tabouret pour le modèle. Que stupéfait en découvrant qu'il s'agit de Campaspe et non pas de la fille de Darius, Appel doit bien commencer d'exécuter le portrait. À Statira, il avait indiqué qu'il est beaucoup plus facile de reproduire un défaut qu'une perfection, parce que la perfection a quelque chose d'indéfinissable et d'insaisissable. Au fur et à mesure qu'il peint, une musique chantée indique poétiquement l'intérêt de telle ou telle partie du visage. Je reviendrai plus loin. Je passe maintenant à l'interprétation. Il faut considérer différemment la commedia de Tirso, le Timeo de Palais, de celle des deux autres.
La réalisation du portrait de Serafina est certes frauduleuse, mais Antonio n'est pas un homme de pouvoir. C'est un amoureux plutôt discret qui n'ose guère s'avouer et qui se contente de garder sur son cœur le portrait de celle qu'il aime, quitte à s'en séparer par dépit quand, ayant avoué son amour, il était conduit. La taille du portrait convient à cette démarche amoureuse. Par ailleurs, Tirso place dans les mains de Serafina son propre portrait en comitière, mais dans un costume non pas noir, comme était celui dans lequel elle répétait et que vous avez vu, mais bleu comme le ciel. D'abord, cette altération du portrait in vivo prouve de la part d'Antonio, qui avait souhaité cette modification de couleur, une idéalisation de bonne aloi. D'autre part, Serafina se reconnaît sans se reconnaître. Elle tombe amoureuse de ce visage dans une sorte de narcissisme d'artiste. Alors on voit là Serafina qui a ramassé le portrait jeté par Antonio, et puis Séverine, si on peut voir les... Voilà, alors cette fois-ci, elle regarde le portrait comme si c'était un miroir, et enfin, on la voit carrément dans la diapo suivante. Ah non, tiens, j'en ai oublié une. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, elle a une sorte de, elle le serre presque sur son cœur et on voit, c'est quelque chose que j'ai oublié de transmettre, Séverine, excusez-moi. Donc, on voit ici Serafina en admiration devant son propre portrait. On verra que cette thématique de la duplication d'un être par son personnage théâtral hante littéralement les intermèdes comiques. Contrairement à Antonio, le commandeur de Cagna de Lope et l'Alexandre le Grand de Calderón sont des puissants. Dans Donnez tout et ne donnez rien, la scène du portrait est véritablement la scène centrale, située au cours de la deuxième des 3 journées. On notera que, contrairement à la version d'histoire donnée par Pline, Campaspe ne pose pas nu, mais richement vêtu, d'égal, comme on dit en espagnol. On peut penser au tableau du flamand Willem van Echt, réalisé aux environs de 1630. Et là, j'appelle Séverine. Voilà. Et alors, vous voyez l'ensemble du tableau, et en passant à la diapo suivante, on voit un agrandissement de la région qui concerne le peintre. Et bien sûr, Alexandre. Où est Festion? Chez Lope et chez Calderon, la taille du portrait de femme, ses couleurs, son exactitude figurent l'importance du désir chez celui qui commande le tableau. Même si, contrairement au récit de Pline l'Ancien, Campaspe est habillé. C'est la raison pour laquelle il convient que ce portrait soit visible sur scène, car il constitue un véritable élément dramatique. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de mise en scène de cette pièce de Calderon. Donc, je peux pas, je ne sais pas comment actuellement on représente ça. Dans Agnès, l'effraction dans l'intimité que constitue le portrait est confirmée dans la 3e journée par le siège que mène le commandeur devant la maison de Casilda. Elle tient sa porte close alors que le commandeur exige de rentrer. Péribaniès arrive et, comprenant l'intention du commandeur, il le tue. Il sera d'ailleurs gracié par le roi dans la 3e journée. Ainsi, montée du désir dans la première journée, avec la commande du tableau, accroissement du désir quand le tableau est réalisé. Et cette 2e journée, la réalisation du tableau, préfigure le comportement du commandeur dans la 3e journée. La puissance dramatique de la présence du portrait est encore plus grande chez Calderon que chez Lope. Dans Péribanius, on voit le résultat du travail d'un peintre anonyme et l'on assiste au commentaire réactif de l'époux du modèle. Chez Calderon, on voit le portrait en train d'être réalisé et de surcroît par un peintre qui, bien qu'il soit épris de son modèle, ne peint pas pour lui. Appel ne fait qu'obéir à Alexandre, dont il perçoit bien qu'en recherchant la ressemblance parfaite avec le modèle,
c'est la personne qu'il vise. Et même qu'au-delà du corps, il veut capturer l'âme. Par là, en peignant, Appel commet une sorte de trahison de Campaspe et de lui-même, car réaliser le portrait et le donner à Alexandre revient à lui livrer le modèle. Néanmoins, pour ce qui est du ressenti du public, ce portrait est comme spiritualisé du fait que sa réalisation est poétiquement chantée en off. La neige du teint, les arcs des sourcils, les yeux qui font mourir l'amant, les joues associant neige et pourpre, les lèvres, etc., etc. Et tout ça, c'est chanté. Appel ne résiste pas à l'épreuve, car le fait de peindre la beauté de Campaspe lui inspire pour elle un amour de plus en plus grand, en même temps qu'il prend conscience qu'Alexandre, son maître, est devenu son rival. Il s'interrompt avant d'avoir véritablement terminé le portrait en disant que pour lui, les pointes des pinceaux sont des serpents. Il s'en veut de son habileté, car elle ne lui sert qu'à perdre Campaspe 2 fois. En sauvageonne, Campaspe ignorait même ce que le mot portrait voulait dire, et elle a même interrogé Siroès, un des personnages, sur ce point, sans bien comprendre sa réponse. Quand elle regarde ce qu'Appel a peint, elle reste comme émerveillée devant la ressemblance, et croit se trouver ainsi devant un miroir. Elle découvre Appel comme un peintre talentueux, une sorte de magicien, ce qui l'attire vers lui. Mais en même temps, elle est scandalisée, et elle lui reproche de dégrader son art par ce qu'il en fait, quand il le met au service d'Alexandre. En effet, il permet par là qu'une mainmise s'opère sur sa personne même. Appel bouleversé s'enfuit dans la forêt. Dans la troisième journée, Diogène, conseiller d'Alexandre, comprend les raisons du brutal changement d'Appel, devenu mortellement mélancolique, au sens fort du terme. Et il fait accepter au grand conquérant l'idée de s'effacer devant le peintre. Au reste, Alexandre est éconduit par Campaspe. Quand il suit le conseil de Diogène, Campaspe refuse d'être donné à Appel comme un objet. Comme son portrait a été donné à Alexandre, sans consultation de sa volonté, sans consultation de son libre arbitre, donnée essentielle de la pensée tridentine espagnole. Elle souligne que si Alexandre persistait, il ne donnerait à Appel qu'une statue en échange du portrait qu'il a fait, ce qui revient à dire aussi que le portrait est dépourvu d'âme. Néanmoins, la belle sauvage finit par épouser le peintre, non pas parce qu'Alexandre le lui ordonne, mais parce qu'elle l'aime, et elle le dit. Appel épouse Campaspe, et Alexandre garde le portrait. Dans la mesure où ce portrait est désormais dépouillé de toute perspective de possession du modèle, purifié en quelque sorte, le possédé relève désormais de l'amour de l'art supérieur à tout autre. L'importance du portrait dans la commedia de Tirso se rapproche davantage de l'utilisation qui en est faite dans les intermèdes, puisque d'un côté comme de l'autre, chez Tirso comme dans les intermèdes, la reproduction artistique est mise en rapport avec l'exercice du métier de comédien. Serafina, quand elle joue un rôle d'homme, est-elle la même que dans son habit féminin? Antonio lui fait croire que le portrait qu'il a jeté à ses pieds est celle d'un dénommé Don Dionys. Elle le croit, faisant preuve d'une belle naïveté. Je est un autre au théâtre. Derrière lui, n'est-ce pas son jeu, GEU, d'actrice qu'elle aime plus que tout? Dans une seconde partie, j'évoquerai 4 intermèdes qui sont justement consacrés à la célébration d'un célèbre comédien, Juan Rana, donc Jean Grenouille, pour étudier la fonction dramatique et scénique du portrait dans des pièces courtes. Ces 4 intermèdes sont le portrait de Jean Grenouille d'Antonio de Solis, le portrait vivant d'Agustin Moretto, un autre portrait de Jean Grenouille de Villaviciosa, et enfin le triomphe de Jean Grenouille de Calderón. Alors les dates, ce sont respectivement 1652, 1657, 1657
et 1670. Et tous ces intermèdes ont été joués dans le cadre de représentations de cours. Quel que soit le degré de gravité d'une comédia, un intermède est là pour distraire et les personnages sont toujours de conditions modestes. Alors d'abord, voyons l'animation autour d'un portrait peut être vue de dos. Ce sera le cas du portrait de Jean Grenouille d'Antonio de Solis. Cette petite pièce est d'abord intéressante dans la mesure où elle a été jouée avec la Commedia de Calderón sur l'histoire d'Alexandre, Campaspe et Appel. Contrairement au déroulement habituel, des intermèdes, en effet, qui prennent d'habitude place entre deux journées d'une comédia. Et cet intermède-là a été, on ne devrait pas appeler intermède, a été représenté après la comédia. Et d'ailleurs, il ne s'appelle pas intermède, il est présenté comme une représentation amusante, représentation graciosa. On peut y repérer maintes citations parodiques de la Commedia de Calderón, qu'il s'agisse des mots ou des situations, évidemment transposées. Le personnage principal en est l'acteur Jean Grenouille, qui est aussi le personnage principal des trois autres intermèdes. Son vrai nom était Cosme Pérez. Il a commencé à jouer des rôles de bobos, donc de naïfs, et de graciosos, notamment dans les comédias de Lope. Et d'ailleurs, même dans les intermèdes, il est encore souvent désigné comme gracioso. C'est le cas chez Villaviciosa. Il jouait souvent le rôle d'un maire de village, Candide, et très souvent aussi d'un mari trompé. Son aspect physique était très aisément reconnaissable car il était très petit. On a un portrait, il semble que ce soit lui, qui est conservé à la Real Academia, qui fait penser qu'il était même un nain. Rana signifie grenouille, donc en espagnol, et on explique ce nom, ce surnom, par le fait que le comédien était homosexuel et le cachait peu. Car la grenouille est considérée comme un être mi-chair, mi-poisson. L'acteur a même été inquiété par l'Inquisition à cause de ses mœurs en 1636 et a été emprisonné plusieurs mois sous l'accusation de sodomie. Néanmoins, il a profité de fortes protections à la cour et il s'est tiré de ce mauvais pas. Donc, on suppose qu'il avait la taille d'un nain, il était très rond, s'identifiant à la figure carnavalesque du gourmand, du bon vivant. Dans le cas du portrait de Jean Grenouille d'Antonio de Solis, Grenouille prétend auprès d'une femme peintre que l'enfant d'Espagne lui a ordonné de faire son portrait. Le peintre était incarné par la célèbre comédienne Bernarda Ramírez. Dans la pièce, elle porte, dans la présentation des acteurs, son propre prénom. La peintre est amoureuse de Grenouille, qui vient d'être nommée comptable pour la ville. La gitane, qui parle volontiers pour Grenouille, a formulé une exigence auprès de la peintre. Il faut que vous permettiez à Juana de faire un portrait de Monsieur Juan Rana, d'où Juana, qui lui ressemble tant qu'en son absence, il puisse lui servir de substitut. Juana, amoureuse du nouveau dignitaire, souhaite justement parvenir à le dupliquer, à faire de Jean Grenouille. Mais son idée est surtout de lui déclarer son amour en peignant. Ce qui rend la scène très plaisante, c'est que quand Juana parle du tableau qu'elle fait, Grenouille prend ses paroles au pied de la lettre. Ainsi, quand elle dit « Ne bouge pas, car je suis en train de te prendre l'œil », Grenouille pense qu'elle va s'attaquer à lui et lui arracher un œil. L'oncle de la peintre avait apporté le matériel pour peindre, la planche à dessin, les palettes, les couleurs. Pour autant, il n'est pas certain qu'il soit indispensable de bien distinguer le tableau que réalise Juana en le voyant de face. Mais il peut être une composante du comique, car la peintre a prévenu. Le portrait va faire rire tout le monde s'il lui ressemble. Alors que Grenouille demande, lui, où elle en est dans le tracé de ses perfections. Puis, la peintre procède à une sorte de blason humoristique dans les seguidillas qu'elle chante tout en peignant.
Et elle insiste alors sur les dents, imaginez le tableau, les dents de grenat et la nacre des lèvres. En même temps, le portrait est redoublé d'une autre manière par la danse mimétique à laquelle s'adonne la gitane pour figurer la prétendue beauté de grenouille, comme elle l'annonce. Pendant que tu la croques, avec de joyeuses seguidillas, je peindrai sa beauté. Donc, on peint par la danse celle qui faisait encourir les spectateurs. À l'égard de l'art du portrait, Grenouille fait preuve de la même candeur que Campaspe dans la Commedia d'Alexandre d'Appel, dont l'intermède constitue ainsi une autre effigie plaisante. De plus, le vieil oncle, qui comptait épouser sa nièce Juana dès qu'elle serait en âge de se marier, la cède à Grenouille sans barguigner. Il parodie alors Alexandre, qui a su maîtriser ses passions. Et il y a des citations verbales vraiment tout à fait convaincantes. Ainsi, ce portrait qu'on peut voir aussi bien de dos que de face exerce une sorte de rayonnement. La danse de la gitane, on voit, le chant de la peintre, on entend, le tableau d'appel, on se remémore, ainsi que d'autres répliques de la comédia. La peintre s'assimile à l'appel. Et tout cela semble émaner de ce portrait qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Après l'animation créée autour d'un portrait, l'animation du portrait lui-même, le portrait vivant de Morin. À l'aide d'un peintre, Juana, l'épouse de Grenouille, lui fait croire qu'il est devenu le portrait de lui-même, tandis que l'original est parti. De manière aberrante, elle le croit. Il la croit. Elle l'a placé à l'intérieur d'un cadre et il reste dans la même position, sans bouger, se croyant peinture. Juana, qui s'est assuré la complicité de deux amis et d'un peintre, reçoit ses galants au nez et à la barbe de son mari, qui ne peut pas réagir puisque son statut de portrait le condamne au silence et à l'immobilité. Le peintre viendra ensuite corriger le portrait sous les yeux du public. On ne sait pas comment Grenouille s'est laissé persuader qu'il était devenu le portrait de lui-même, car cette brève action commence immédiatement. Mais on peut supposer que sa lourdeur habituelle lui fait prendre au pied de la lettre toutes les phrases qu'il entend, comme dans le portrait de Juan Rana, et qu'il croit le peintre quand celui-ci lui dit qu'il peint un autre lui-même. Sans doute veut-il aussi, en restant chez lui tout en partant, pouvoir surveiller sa femme. Rana fait apporter le portrait, qui n'est donc autre que Juan Rana encadré. À sa demande, ces deux amis entreprennent d'abord d'en ôter la poussière avec ardeur pour faire ressortir des couleurs. Et Grenouille trouve alors qu'on se fout beaucoup, mais qu'il ne doit rien sentir, ni rien dire, puisqu'il est une peinture. Les deux ménagères s'extasient sur le fait qu'il ne lui manque que la parole et qu'on dirait que Grenouille va sortir du tableau. Un amant de Juana lui offre ostensiblement des rubans pour son chapeau, provident d'absence du mari, qui sont peut-être partis. Un autre arrive pour lui faire également un cadeau, et il est prêt à la disputer à son époux. Il confond la réalité et le prétendu portrait, et il se met à le taquiner de son épée. Il faut que Juana lui persuade que son mari est absent et que seul son portrait est visible. Alors, si je peux avoir la diapo suivante, Séverine. Alors, voilà une mise en scène du portrait vivant qui date, elle est réalisée par O'Malley et elle date de 2012. C'était dans un ensemble. On peut voir la suivante, c'est toujours la même mise en scène, d'un peu plus près. Et donc, on voit le vaillant qui est en train de taquiner le portrait et le personnage réel. Voilà. On peut en voir encore, je crois, une autre. Voilà, alors ça, c'est une autre mise en scène qui a été réalisée à Santiago du Chili en 2019. C'était organisé par l'ambassade d'Espagne. Et c'était des scolaires qui avaient organisé ça, de scolaires et universitaires. En tout cas, c'était des amateurs. Et vous voyez comment ils ont figuré le portrait vivant. Donc là, c'est pas le cadre, mais bon, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. On peut encore voir autre chose, la suivante. Voilà. Alors ça, c'est un spectacle organisé, ça va faire plaisir à Séverine,
à l'ESSAD de Murcia, l'école supérieure d'art dramatique de Murcia, en 2021. Et là, on voit qu'on a la même organisation du cadre, mais que le personnage est vu entier. Alors, je crois qu'on peut encore en voir une, me semble-t-il. Voilà. C'était l'époque de la Covid, et c'est pour ça, et c'est très curieux parce qu'on voit que ça marche très bien au théâtre. Ils ont tous un masque pour se protéger. Donc, le Vaillant souligne que, ben, effectivement, il a attaqué un portrait, ce qui est un peu bête, mais il a au moins pu apaiser sa colère. Il se réjouit d'avoir une semaine à passer en liberté avec Juana. Arrive un courrier de Grenouille, censé être parti à la chasse près du palais du Pardo, et qui envoie à sa femme, en guise de câlin cadeau, deux perdrix. Mais en fait, les perdrix, il avoue qu'il les a achetés. Il n'est pas arrivé à les chasser. Et il regrette de n'avoir pas peint les pattes de la couleur que sa femme aimerait. Juana a fait semblant de les estimer comme un diamant. Le portrait animé s'assimilant à l'être fictif, il semble qu'il faille que, au départ, le personnage qui est dans le cadre prenne une position de chasseur. En tout cas, il y a des mises en scène qui ont tablé sur cette idée-là. Évidemment, Grenouille, dans son dans son cadre, commence à s'ennuyer un peu, surtout quand il entend parler de perdrix. Alors il demande qu'on les lui fasse cuire, car il meurt de faim. Juana lui dit que c'est pas possible, et pour l'apaiser, elle demande au peintre d'intervenir sur sa gloutonnerie. La gloutonnerie, c'est bien sûr la caractéristique du masque de Jean Grenouille. Grenouille devient alors le souffre-douleur de tout le monde. Le peintre rectifie le tableau vivant et veut réduire sa bouche, car l'effigie mourrait si elle mangeait. Et il peint sur son visage, prétendument avec de la loque, qui est un vin rosé. Mais, alors le vin, ça pourrait être apprécié, mais le peintre remarque qu'il faudrait après faire sécher la peinture au soleil. Et évidemment, Grenouille n'en a pas envie. Le peintre invite ensuite tous les présents à retoucher les défauts qu'ils trouvent au portrait. Ils s'en donnent tous à cœur joie, tout en chantant et en faisant la ronde. Une femme lui pince sa bouche d'ailleurs. Une autre lui tire le nez au prétexte qu'il ne serait pas assez long. Je rappelle que dans la, la tradition farcesque, le nez est un symbole phallique et on voit ce que la femme s'efforce de corriger. Avec deux baffes, le vaillant lui fait venir la couleur au visage. Une autre femme lui arrache des sourcils et sa propre femme essaye de lui tirer les yeux car elle les trouve trop enfoncés. La bouche symboliquement proéminente, les yeux, fenêtre de l'âme peu visible, ce qui est déjà mentionné par le peintre de la prince précédente, telles sont les caractéristiques essentielles du masque de grenouille. On voit que plus encore que la première, cette pièce ressortit à la farce. À chaque correction du tableau, le grenouille encadré laisse échapper des « ah » comme la pièce Gracieuse de Solis renvoie à la comédia Calderón. Moretto, avec cette idée de la chasse aux alentours du Pardo, fait allusion à une moriganga de Calderón, jouée peu de temps auparavant. Sur scène, Grenouille ne savait ni qui il était, ni où il était. La réflexion sur le théâtre n'en finit pas. Grenouille l'encadré a fort bien assimilé ce que lui a dit le peintre. Et il déclare: Je ne sortirai pas du tableau, car le peintre, en étendant son huile, m'a dit que c'est me tuer que me dépeindre. En principe, un acteur jouant constitue le résultat d'une mimesis, mais pas à la manière d'un personnage figé sur une toile. La présence d'un cadre sépare un être des autres, de la vie ordinaire, il est apprécié comme tel. Le retour à sa normalité, à une plus grande souplesse, le défait, le rend évanescent, car il n'est plus acteur. Néanmoins, il faut peut-être pousser la réflexion plus loin et s'interroger sur les désavantages du type. Cosme Pérez, au bout d'un moment, ne pouvait plus jouer des rôles très variés comme il l'avait fait à ses débuts. Il était un peu prisonnier de ce que l'on attendait désormais de lui.
de grenouille. En tout cas, la ronde qui s'organise autour du portrait vivant souligne sa position centrale et accentue la perception du cadre comme reflet de l'encadrement de la scène de théâtre. La même année, un portrait de Jean Grenouille de Villaviciosa crée une situation exactement inverse de celle-là, en faisant envisager la descendance vivante d'un portrait. Dans cette pièce, les habitants d'un village décident de faire le portrait de leur maître, Grenouille, pour se consoler de son départ imminent pour la cour, où il voudrait faire valoir son esprit, si tant est qu'il en est. En réalité, il cherche à empêcher son voyage. Le peintre exécute le portrait sous les yeux de tous, en présence du modèle. Grâce aux commentaires de l'artiste, le public suit pas à pas, d'une part, la prise de pose, avec une attention particulière accordée à la position des bras, qui devrait produire une impression de grâce. Évidemment, la prise de pose ennuie Grenouille, qui ne sait guère contenir des gestes spontanés, comme par exemple se gratter le nez. Le portrait est néanmoins, c'est dire si la reproduction vise la fidélité. Ce dernier lui demande de faire vite, car en osmose avec le portrait en train de s'élaborer, Grenouille prétend qu'il lui fait mal. Quand le portrait est terminé, on feint de l'ôter du chevalet, qui doit donc être vu de dos par le public. Et au lieu de montrer à Grenouille son portrait sur toile, les participants font apparaître subrepticement sur scène une sorte de réplique vivante de l'acteur Alcalde, mais en tout petit. Cet enfant qui lui ressemble dit s'appeler Juan Ranilla, donc Jean Grenouillette. Attendri, Jean Grenouille finit par le prendre dans ses bras, accepte de l'abandonner, abandonnant son idée, de l'adopter, pardon, abandonnant son idée d'aller à la cour. Là, on peut peut-être passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, je n'ai pas, là non plus, je n'ai pas trouvé de représentation de cet intermède, mais ça, c'est un frontispice du début du XVIIIe siècle. Et donc, on voit le tableau et apparaître ce petit enfant. Alors, de fait, un acteur avait bien pris le nom de Jean Grenouillette et constituait comme la relève scénique farcesque de Grenouille. Déjà, son personnage était apparu dans une pièce publiée en 1655 intitulée Jean Grenouillette et dans laquelle Grenouille découvrait son double. Quelques années plus tard, d'ailleurs composé un intermède intitulé L'accouchement de Jean Grenouille. C'est une pièce de Nannini et Sagredo qui montrait Grenouille habillée en femme. Et c'était un petit Jean Grenouillette qui sortait de sa jupe. Qui était cet acteur? En fait, c'était une actrice, une enfant nommée Manuela de Escamilla, souvent désignée comme la Niña de Escamilla, et qui était la fille du comédien Antonio de Escamilla. Alors, son père, Antonio de Escamilla, s'était spécialisé dans les rôles de graciosos, et depuis sa toute petite enfance, elle jouait des rôles où elle imitait son grenouille. Elle avait 7 ans quand elle a joué dans la pièce de concert, et donc 9 pour ce deuxième portrait de Jean Grenouille. Ainsi, le portrait figure en fixe l'instant de la reproduction, de la filiation, de la prise de relève par une autre génération d'acteurs. N'est-ce pas le portrait le plus valable? N'est-ce pas le portrait le plus valable que celui qui remplace le vivant par le vivant? On voit les deux acteurs ensemble dans Le Triomphe de Jean Grenouille de Calderon. Dans ce dernier intermède que j'envisagerai, voici ce que dit Manuela Escamilla quand elle apparaît à la fin de la pièce et qui n'est pas sans rapport avec ce que nous venons de voir.
Place, place! Car l'âme de Jean Grenouille, c'est moi. Car cette casaque, cette large ceinture, ce bâton de dignitaire, ont toujours été l'âme de sa bonne humeur. Et je viens vite danser en son nom pour que ses pensées célèbrent mieux ce jour. Ainsi, réaliser le portrait de quelqu'un peut constituer une action dramatique. C'est imaginer un stratagème pour faire échouer un projet un peu vain, le mettre en place, ouvrir par sa réussite vers un autre avenir. Mais c'est aussi envisager, notamment lorsqu'il s'agit d'un comédien, son importance dans sa postérité, le souvenir vivant qu'il laisse, ses renouvellements en d'autres figures, en d'autres acteurs. L'intermède du triomphe de Jean Grenouille n'était qu'en apparence l'opposé de cette approche. La pièce de Calderón, cette petite pièce, a été jouée quelques mois seulement avant la mort du grand acteur nain qui, à cette époque, ne montait plus guère sur scène et auquel Calderón semble avoir voulu rendre hommage. Inversant le mouvement de l'intermède de Moretto, on voit l'acteur vivant considéré comme une statue, sans doute pour qu'il se montre par là digne de l'honneur qu'on lui fait en le couronnant comme le plus grand des graciosos. Grosse caisse, trompette, dans son char de triomphe, devant lui, deux hommes, tels des dicteurs, exhibent ses attributs. Son bâton, allusion à ses nombreux rôles d'alcalde, et sa casaque. On crie régulièrement, je vous laisse apprécier, qu'il vive jusqu'à ce que la grenouille ait des poils. Mais Grenouille est stupéfait, car ce n'est pas vraiment lui qu'on célèbre, mais sa statue. J'avais pensé que c'était moi qui venais dans tout ce vacarme. Et je suis ma statue, mais non pas moi. Et c'est bien dans sa qualité de statue qu'on lui souhaite de vivre, je cite, sans qu'il lui manque un bras ni une jambe. Il a l'impression d'être endormi et de rêver, fidèle à son rôle d'ébahi. Quand on lui dit que le laurier veut le couronner, il croit qu'il s'agit d'un homme bienveillant, il le remercie. Il trouve qu'on crie un peu trop autour de lui. Car en fait, on assiste au triomphe d'une grenouille réduite au silence, comme vidée de sa substance, et l'on honore surtout son bâton d'alcalde et sa casaque. Un émissaire de la fama, la gloire, arrive et demande: y a-t-il quelqu'un ici qui soit la statue de Jean Grenouille? Il a mission de l'emporter jusqu'au temple de la déesse. Il a pour l'emporter un argument qui touche Grenouille le personnage. En effet, l'émissaire de la gloire signale qu'il y a à manger dans le temple. Alors le bouton, évidemment, est content. Mais survient une femme qui parle au nom des 9 muses du Parnasse et qui demande si la statue habite bien là. Elle la réclame aussi pour la mettre dans la vitrine des muses comme un bibelot. Grenouille se demande alors s'il est une statue en filigrane. La fama et la muse commencent à disputer, mais arrive un soldat qui réclame aussi la statue au nom du roi pour qu'elle soit placée sur une fontaine du jardin du Retiro. Elle s'incline de mauvais gré. Des hommes prennent la statue et vont la déposer sur une fontaine qui a été fabriquée, intéressant, dans la salle des plaisanteries. Il la trouve lourde, il manque de la faire tomber. Grenouille proteste, réprimandé par Antonio Escamilla. Une statue ne parle pas, sauf dans sa barbe. C'est d'ailleurs pourquoi on entendra encore la statue commenter ce qui lui arrive. En fait, Grenouille statufiée hésite entre l'appel de sa persona d'acteur, mobile et parlante, et l'acceptation de sa condition de statut. Si j'avais ma parole, je dirais quelque chose au roi. Cette réplique s'oppose à comme ils ont bien moulé ma main. Quand les nymphes chantent l'arrivée de la statue dans le jardin, parmi les fleurs, Grenouille statue se réjouit en disant: transformé en petit Cupidon, me voilà avec une apparence tout à fait divine. Mais les dernières paroles de Grenouille, le personnage statifié, c'est que les gratifications des statues de Retiro doivent être intéressantes. Ce qui rend, alors on pourrait regarder les dernières diapos, Séverine, voilà, je vais les commenter un peu. Ce qui rend l'aspect même de l'acteur statufié extrêmement drôle,
C'est la place qu'occupe l'intermède entre la première et la deuxième journée d'un drame de Calderón qui est consacré à Hercule, Fieras a Femina Amor. Hercule Lefort, le réalisateur d'exploits, générateur sur scène de beaux moments non exempts de grandiloquence, arrive-t-il à intéresser autant que l'acteur Grenouille, même vieillissant, avec son seul regard, avec le caractère rendu minimaliste de ses gestes par sa transformation en statue? En fait, c'est le triomphe de celui qui parodie Hercule lui-même. Peut-être faut-il soupçonner également Calderon d'une certaine ironie qu'il était seul à goûter. En effet, il devait alors avoir terminé une comédia longue, mythologique, qui s'appelle La statue de Prométhée, réécriture dramatique du mythe de cette statue, à laquelle Prométhée avait donné la vie avec le feu dérobé à Zeus et qui devint Pandore. D'un côté, la statue qui prend vie, dans la statue de Prométhée, et de l'autre, l'acteur qui se statufie. C'était une sorte de gageure de l'auteur. Alors, j'ai beaucoup aimé dans cette mise en scène qui date de 2017 et qui a été réalisée euh, par une troupe qui est également de Murcia, la compagnie La Grenouille, justement, et qui a imaginé donc de représenter le char de triomphe comme en fait un tout petit chariot. Et on remarque que en fait le petit chariot suffit parce que l'acteur est immobilisé sur ce chariot. Et vous aurez remarqué donc que la présence de son bâton, donc qui est son signe, et d'autre part le fait dans la dernière diapo que Séverine avait projetée qu'il prend la pose de la statue. Enfin, l'apparition de Manuela Escamilla, autrement dit Grenouillette, à la fin de la pièce, rappelle que le comique qui anime Grenouille n'est pas statufié, lui, mais éternellement vivant. Je conclurai brièvement. Loin de constituer un obstacle à l'animation d'une scène, la présence d'un portrait, qu'il soit de peinture ou de sculpture, apparaît souvent comme le véritable cœur d'une action dramatique sur la scène espagnole, qu'elle soit comique, romanesque ou semi-historique. La puissance comique directe de Grenouille encadrée dans le portrait vivant de Moreto saute aux yeux, et celle que diffuse par toute la scène le portrait qu'élabore la peintre d'Antonio de Solis réjouit tous les sens en faisant appel à l'art de la danse et de la musique. Par ailleurs, alors que en France, en tout cas à l'époque, on a souvent taxé le théâtre du siècle d'or de manque de profondeur, en ne considérant que la psychologie, ce qui n'est sans doute pas la meilleure manière d'aborder le genre théâtral. Il semble que cette présence du portrait sur scène apporte beaucoup. On a pu voir avec Pedi Bagnès et Donner tout et ne donner rien que faire apparaître l'effigie de la personne en dit beaucoup, et même plus que des mots, sur la force des passions possessives et la force des rejets. On a apprécié, avec le timide au palais et le portrait de Jean Grenouille de Villaviciosa, comment celle d'un acteur fait réfléchir sur le phénomène de la mimésis de type scénique. L'étude de l'effet procuré par ces portraits sur la scène espagnole confirme combien jouer sur une scène populaire ou jouer à la cour, le foisonnant répertoire espagnol est le maître du théâtre dans le théâtre et de sa célébration. Même quand le jeu d'un acteur, par la quasi-substitution de son effigie à lui-même, cas du triomphe de Grenouille, donc même quand cette quasi-substitution réduit ses possibilités de mouvement au strict minimum, il reste roi face à un Charles II d'Espagne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Liliane.